Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois l'auteur français Laurent Gounelle. Bonjour, vous allez bien? Très bien, bonjour Amélie. Et j'ai envie de vous présenter à mes auditeurs et en préparant mon entrevue d'aujourd'hui, on disait qu'à 17 ans, vous vouliez devenir psychiatre et qu'on vous a dissuadé de le faire. Oui, c'est vrai. Notamment mon père, qui était un scientifique pur et dur, il était professeur de physiologie à l'université et chercheur. Et pour lui, tout ce qui tournait autour de la psychologie, c'était bien sympathique, mais c'était ce qu'il appelait des sciences molles, quoi. C'était pas très sérieux, en fait. Et finalement, vous avez fait des études en sciences économiques? Oui, j'ai fait des études en sciences économiques, jusqu'à me retrouver à 23 ans, comme ça, propulsé dans le monde de l'entreprise. J'étais jeune cadre, chargé d'études financières dans une grosse entreprise, et ça a été le choc de ma vie, puisque j'aimais pas du tout ce que je faisais, et que je me suis demandé pendant quelque temps ce que j'allais faire de mon existence. Vous trouviez ça pas assez profond pour vous? Oui, bon, je comprends qu'on puisse s'épanouir à ce poste, hein, mais en l'occurrence, je crois que j'étais pas fait pour ça. Et du coup, j'avais le sentiment que mon travail n'était pas vraiment utile aux autres. Et je me voyais pas passer le reste de ma vie à ce poste-là, quoi. Donc j'ai vécu vraiment une crise professionnelle et même personnelle, on peut dire, hein. J'en ai fait une dépression, parce que je me demandais ce que j'allais faire. Et ça m'a permis, en fait, de découvrir ce qui comptait vraiment pour moi, ce que j'aimais. Et en l'occurrence, c'était vraiment me tourner vers les autres, vers les sciences humaines. Et donc, j'ai repris des formations en psychologie, en philosophie aussi. En philosophie, en développement personnel. Et puis, j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire que pendant une bonne quinzaine d'années, je suis devenu consultant en relations humaines, alors d'abord pour des entreprises, ensuite pour des personnes particulières. Je travaillais sur des problématiques d'accompagnement au changement. Et tantôt, vous parliez de dépression que vous avez réussi à cacher à tout votre entourage. Oui, tout à fait, parce que voilà, dans ma famille, on n'avait pas vraiment le droit d'être déprimé, quoi. Tout comme j'aurais pas pu pousser la porte d'un thérapeute, hein, d'un psychothérapeute, parce que dans ma famille, c'était pour les fous, si vous voulez, quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis formé à la psychologie, en fait, pour travailler sur moi, mais de manière indirecte, sans avoir le courage d'aller travailler directement. Ce que j'ai fait des années plus tard, hein, 7-8 ans plus tard. Voilà, je suis allé voir des professionnels et ça a accéléré mon évolution. Donc. Et vous avez beaucoup voyagé aussi aux États-Unis. Également, vous êtes allé du côté de Bali, je crois. Oui, d'abord, j'ai fait l'essentiel de ma formation aux États-Unis, sur le campus de Santa Cruz, au sud de San Francisco. Et puis ensuite, j'ai beaucoup voyagé un peu partout. En fait, dès qu'il y avait une formation qui m'intéressait en sciences humaines, quelque part sur la planète, j'y allais, quoi. Et puis aussi, il y a toute une phase de ma vie où je me cherchais un peu des mentors. Et donc, je rencontrais des sages, des philosophes, des maîtres qui pouvaient me nourrir, en fait. Et en 2006, il est arrivé plusieurs événements dans votre vie, la naissance de votre premier enfant, oui. Le décès de votre papa pas longtemps après votre mariage, oui, tout à fait. Également la mort d'un ami qui était très près de vous. Exactement. Et donc tout ça a été très, très, très fort sur le plan émotionnel. Et ça a été une forme, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une forme de déclencheur qui m'a amené à prendre la plume. Ça faisait longtemps que je voulais écrire pour partager en fait, tous ces enseignements que j'avais reçus et qui me semblaient essentiels dans la vie, que j'avais envie de partager avec le plus grand nombre. Mais je procrastinais. Et puis c'est vrai qu'en 2006, avec tous ces événements, peut-être parce que j'ai pris conscience de ma propre mortalité d'ailleurs, et je me suis décidé, j'ai pris la plume et j'ai commencé à écrire. L'homme qui voulait être heureux? L'homme qui voulait être heureux, oui, qui a été publié en 2008. Vous l'avez écrit en seulement 3 mois. Mm-hmm. C'est rare, ça, qu'un auteur arrive à écrire un roman en 3 mois? Oui, mais j'avais tout dans la tête, en fait. Donc à partir du moment où j'ai commencé, où je me suis lancé, c'était très rapide. Et en fait, 3 mois en écrivant seulement le soir et le week-end, d'ailleurs. Et vous avez envoyé ça automatiquement à la maison d'édition de Paulo Coelho? Alors voilà, parce que je me disais, bon, c'est des gens qui doivent s'y connaître en développement personnel. Et d'ailleurs, j'ai eu Anne Carrière au téléphone qui m'a dit non, mais c'est pas du tout un domaine que j'aime. Alors, bon, c'était un peu violent comme réaction. Ouais. Je lui ai dit, elle m'a dit, moi j'ai publié L'Alchimiste de Coelho parce que c'est un livre qui m'a touché. Je lui ai dit, écoutez, laissez-vous une chance d'être touché par celui que j'ai écrit. Elle m'a dit, ok, vous me l'envoyez par la poste. Donc je l'ai envoyé par la poste.
Et puis elle l'a lu et 15 jours plus tard, j'avais mon contrat d'édition. Mais vous n'étiez pas surpris que ça fonctionne? Ben, non, en fait, parce que dans la mesure où j'étais totalement sincère, aligné par rapport au fait d'écrire pour les autres. Tu sais, quand on écrit, on peut avoir plein d'intentions à l'esprit. Les journalistes le savent bien, d'ailleurs. Moi, j'avais une intention, et une seule, qui était de diffuser, de partager ces choses qui me semblent essentielles dans la vie, qui sont utiles pour les gens, quoi. Donc, comme j'écrivais pour les gens, quelque part, ça me semblait naturel que les gens le lisent, quoi. Ça peut sembler une grande naïveté de ma part à l'époque, et il y avait peut-être un peu de ça d'ailleurs, mais bon, en l'occurrence, ça s'est passé comme ça. La preuve que c'est un bel ouvrage, il a été traduit en 25 langues, distribué. Oui. En fait, il y a des gens, 1 million de gens qui se sont procurés l'ouvrage. Il faut le faire quand même. Dans le domaine du livre qui va pas toujours bien ces temps-ci, 1 million d'exemplaires de votre premier livre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a mis la barre haute pour le deuxième? Non, parce que je me mets pas de barre, quoi. Je continue de partager non seulement le fruit de mes réflexions, mais aussi de mes apprentissages. Je suis moi-même toujours dans un parcours de développement personnel, de recherche, de sagesse, de vérité. On n'arrête pas de faire ça? Ben, c'est le travail d'une vie, vous savez. Et puis c'est vrai que je me sens porté, je suis animé par ça, quoi. Et donc j'évolue, et donc c'est aussi pour ça que je continue d'écrire, quoi. Et d'ailleurs, je pense que j'écrirai différemment mes premiers livres aujourd'hui, vous voyez, parce que j'ai appris depuis 2008 un certain nombre de choses, depuis 2006 plutôt. Et en 2010, justement, on parlait du deuxième ouvrage, c'est les dieux voyagent toujours incognito, et on est en train de faire une adaptation cinématographique. Oui, tout à fait. Il y a des producteurs, il y a un scénariste qui sont en train de travailler sur le projet, mais c'est du long terme, le cinéma, vous savez. Mais ça doit être flatteur quand même pour l'auteur de savoir que son ouvrage va se retrouver au grand écran. Oui, et en même temps, vous savez, moi, je suis très visuel, donc quand j'écris mes romans, j'ai déjà un film dans mon esprit, quoi. Et donc, je sais que le film qui va être réalisé ne correspondra pas à mon film interne. Donc, je serai quelque part forcément déçu, mais moi, je m'y prépare et je l'accepte, évidemment. Est-ce que vous collaborez avec l'équipe qui l'adapte? Oui, je suis consultant, entre guillemets, c'est-à-dire je donne mon avis, mais voilà, je suis pas vraiment partie prenante dans le projet. Et en 2012, vous avez publié Le philosophe qui n'était pas sage. Et là, vous nous arrivez ici au Québec avec votre plus récent ouvrage qui s'intitule « Le jour où j'ai appris à vivre ». Oui. Ouvrage extrêmement touchant. Est-ce que vous voulez un peu raconter aux auditeurs l'histoire de Jonathan? Oui. Pardon. Alors, Jonathan est un homme qui travaille beaucoup. Il est associé dans un petit cabinet d'assurance avec son ex-épouse et une troisième personne. Et il travaille beaucoup, il se pose pas de questions sur sa vie. Voilà, il est un peu comme sur des rails. Vous voyez, il avance jusqu'au jour où il croise le chemin d'une bohémienne. C'est un dimanche sur les quais de San Francisco. Et cette bohémienne prend sa main et se propose de lui lire son avenir. Alors, lui n'y croit pas du tout, mais il se laisse faire parce que ça l'amuse. Sauf qu'elle va lui prédire sa mort à brève échéance, à court terme. Donc, évidemment, même s'il est rationnel et qu'il n'y croit pas trop, néanmoins, ça lui fait quand même un choc. Et ça le déstabilise, en tout cas, au point où il ne peut pas reprendre sa vie d'avant. Il ne peut pas retourner sur les rails, il ne peut pas retourner dans le train-train quotidien. Et donc, ça l'amène à se poser des questions sur lui, des questions qu'il ne s'était jamais posées, des questions sur sa vie, sur le sens de son existence, et sur comment il veut vivre, finalement, ce qui lui reste à vivre, que la bohémienne ait raison ou pas, d'ailleurs. Et sa tante Margie va avoir une place importante là-dedans dans son travail. Voilà, c'est-à-dire il va prendre un peu le recul, il va aller voir sa vieille tante Margie, qui est une personne qui a été archéologue, puis biologiste, et qui a fondé un institut de recherche autour d'un certain nombre de phénomènes inexpliqués. Et c'est une personne qui est à la fois assez truculente comme personnage, mais qui a une grande sagesse en elle. Et donc, il va échanger avec son neveu pour l'aider à y voir plus clair dans sa vie, quoi. Et va lui faire comprendre que le bonheur, c'est pas à l'extérieur de soi, mais c'est en soi. Voilà, parce que Jonathan est un petit peu comme chacun de nous, hein, aujourd'hui, où on est tous submergés de stimuli externes, vous voyez, on a l'esprit accaparé par les médias, par Internet, par Facebook, les emails, tout ça, les SMS, et finalement, on a tous ces messages qui nous arrivent. Et, ce qui est pas mauvais en soi, hein. Mais ces messages souvent sont porteurs d'émotions, alors parfois négatives quand ce sont les mauvaises nouvelles de la télévision, du journal télévisé, ou parfois des émotions positives lorsque c'est le SMS d'un ami qui a pensé à nous, par exemple.
Mais on peut devenir dépendant en fait. Et donc de plus en plus mettre notre attention à l'extérieur de nous-mêmes, alors que ce qui est essentiel dans la vie, c'est au moins un petit peu chaque jour, au moins quelques minutes, c'est tourner notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, donc développer notre intériorité. Pourquoi ? Eh bien pour savoir quelles sont nos aspirations profondes, nos envies véritables, au-delà des petits désirs de surface qui sont inculqués par la société de consommation ou simplement même par un conformisme à ce que font les autres ou ce qu'on attend de nous. Et ce que je trouve intéressant dans l'ouvrage, vous parlez du tsunami qui s'est passé, je me rappelle plus de l'endroit précis, au Sri Lanka, je crois. Oui, en Asie, et que les tribus ont fui avant, et les animaux aussi, mais que les gens qui étaient plus dans la ville, eux, sont décédés malheureusement, là, parce qu'ils l'ont pas senti arriver. Oui, c'est-à-dire les gens dits évolués, hein, donc qui fonctionnent à l'occidental, en fait, n'ont rien vu venir, et malheureusement, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Et les peuples dits primitifs, qui eux sont restés en contact avec la nature, eh bien eux ont gardé une sorte de communication avec un certain nombre de choses, avec la nature, et ils se sont tous repliés. Il y a quasiment eu aucune victime parmi ces peuples-là, parce que longtemps avant l'arrivée de la vague, du tsunami, ils se sont repliés dans les terres et sur les hauteurs. Et quand on leur a demandé mais comment ils le savaient, ils ont dit mais c'est très simple, on a juste écouté la nature. Si vous me permettez, M. Gounel, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants. Oui.